le marché. Dans la lettre ouverte au président de la République, nous avons fait la démonstration que les prix n'avaient pas flambé sur le marché. Nous avons même indiqué que en janvier 2024, le gouvernement était en train de gagner, ou bien l'État était même en train de gagner de l'argent sur le super. Si on regarde la structure des prix CSPH du mois de janvier 2024, donc ça veut dire que on ne subventionnait pas le super, mais c'est le super, en fait, ou bien on peut dire que la subvention là était négative dans ce cas, pour que les gens comprennent. Donc l'État gagnait de l'argent sur le super en l'occurrence, quand on regarde la structure de prix janvier 2024. Donc cette affaire de subvention là aussi, c'était faux. La réalité que nous avons essayé de faire comprendre au président de la République dans le cadre de cette lettre, c'était deux choses. La première chose, c'est que on importait les produits pétroliers ou bien les carburants de manière excessivement chère. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, tous les barons du régime sont importateurs de carburant. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai, tout le monde, ça se voit. Vous regardez même, c'est vous-même qui écrivez, vous les journalistes, c'est vous qui écrivez ça dans les réseaux sociaux. Donc tous les barons sont devenus importateurs de carburant. Et donc ils ont créé une pénurie fictive en décembre ou novembre-décembre pour mettre le couteau sous la gorge du président de la République pour qu'il augmente le carburant. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que nous avons dit au président de la République. Voilà, donc. Et nous lui avons aussi dit que même l'augmentation de l'année dernière n'a pas amélioré les finances publiques, parce que quand on regarde les prélèvements de taxes avant et après l'augmentation, on se rend compte que l'État s'est même appauvri. Donc, quand on a augmenté en 2023, là, l'argent est parti où? Dans la poche des importateurs. Et donc, dans la poche des barons du régime qui importent le carburant. C'est même pas aller dans les postes. Donc, en fait, on est dans un réel cas de détournement. Et je pense que sur la base de tous ces arguments, le président devrait revenir sur cette augmentation. D'accord. Même si le salaire pour les fonctionnaires, il y a eu une légère augmentation quand même. Mais vous êtes gentil quand vous parlez de petites... C'est à saluer quand même, non? Vous êtes gentil parce que déjà l'année dernière, c'était déjà une augmentation de 5%. Et nous, on avait fait des évaluations. Vous voyez, si vous prenez le transport que vous payez à vos enfants pour aller à l'école, parce qu'il y a beaucoup de ces fonctionnaires-là qui ont des enfants qui partent à l'école. Tout à fait. Ils leur payent le taxi. Eux-mêmes, ils mettent le carburant dans leur voiture. Pour ceux qui ont des voitures, ceux qui n'ont pas de voiture prennent le taxi. Quand on regarde toutes ces dépenses-là, on a fait cette évaluation l'année dernière, on a vu qu'avec cette augmentation, on avait plutôt une baisse de pouvoir d'achat. L'objectif quand on fait une augmentation, ce n'est pas de baisser le pouvoir d'achat. Vous savez, c'est une variable quand on dirige un pays. Le pouvoir d'achat de nos concitoyens est essentiel. Donc ça ne sert à rien de dire qu'on a augmenté 5%, lorsque par ailleurs on a créé des charges qui dépassent largement les 5% là. Donc on est dans une situation de baisse permanente du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc c'est une augmentation c'est pour tromper les Camerounais en réalité. Non, mais cette augmentation n'améliore pas la situation des fonctionnaires. Il faut qu'on se dise la vérité. Et puis il n'y a pas que les fonctionnaires dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la précarité dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage dans notre pays. Ces gens-là qui essayent d'abord de bouger pour essayer de joindre les deux bouts, ils font comment? Quelle est la compensation pour eux? Disons qu'on a augmenté 5% pour les fonctionnaires, même comme je dis que ce n'est pas suffisant. Mais les autres là, qui ne travaillent pas, qui font des petits boulots là, qui se débrouillent et tout ça, ils font comment? Puisqu'ils prennent le taxi et tout ça, ils font comment? Donc on les tue en fait en réalité. Donc non, ça n'a pas. Il n'y a aucune mesure visant à atténuer l'augmentation des prix de carburant, qui, je le répète, est faite sur une base mensongère. Et c'est pour ça que, parce que le président de la République ne peut pas prendre la responsabilité de diriger les Camerounais qui l'ont élu sur une base mensongère. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que nous avons confiance. C'est sûr qu'il va revenir sur ça. Beaucoup de gens, quand je disais, parce que nous avons, pour faire un parallèle avec l'affaire des péages par exemple, nous avons saisi le président de la République pour dire que, mais quelle est cette histoire où
on crée des péages automatiques pour détourner la totalité de l'argent, la totalité des recettes de péage. Bon, on ne nous a pas écoutés dans un premier temps. Les travaux ne devaient même pas commencer, parce que la première fois quand on a saisi le président de la République, le gouvernement, les travaux ne devaient même pas commencer, ça traînait. Après, puis on a vu les travaux commencer, mais on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas... Parce que c'est aussi un acte de citoyenneté. Au-delà du fait qu'on soit parti politique ou tout ça, les citoyens ont l'obligation, je veux même dire l'obligation, le devoir, au-delà du devoir, ils ont l'obligation, lorsque les choses ne marchent pas bien, tout à fait. De relever. D'abord, et en tant que républicain, on s'adresse d'abord à ceux qui ont la charge de... Avant toute autre action, en tant que républicain, on s'adresse d'abord à ceux qui ont la charge de gouverner. Parce que, a priori, on fait confiance à leur bonne foi. Ok, donc nous avons saisi le gouvernement et le président de la République pour cette affaire de péage. Ça traînait, finalement, on a lancé les travaux. Mais comme on a vu que c'est comme s'ils n'avaient pas compris. Nous avons saisi la CONAC. Nous avons saisi la CONAC et puis, patata, il y a quelques semaines, le gouvernement a fait un communiqué pour dire qu'effectivement, il n'y avait plus de PPP. Vous êtes au courant de cela? Oui, tout à fait. Et que le PPP était transformé Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que... Vous comprenez ce qui se passe dans notre pays? Ça veut dire que vous avez un ministre qui se lève et qui dit que non, on va faire des péages automatiques parce que les gens qui touchent les recettes de péage à la main là détournent la moitié. En l'occurrence, par an, 4 milliards. C'est ce que le ministre dit. Il dit que les recettes, c'est 8 milliards. Et que sur les 8 milliards, on détourne 4 milliards par an. Et la solution qu'il trouve, c'est prendre quelqu'un à qui il va payer 8 milliards et demi chaque année. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas normal qu'on interpelle le gouvernement sur une telle réalité et qu'il ne réagisse pas. Et qu'il faille saisir la CONAC pour qu'il y ait... Donc, non, je pense que nous avons saisi le président de la République avec des arguments solides pour qu'il revienne sur cette augmentation du carburant. Nous espérons qu'il va le faire. Je crois qu'il y a un délai administratif. Si après ce délai administratif, rien n'est fait, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que je pense que ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est que le Cameroun est notre pays. Nous n'avons pas besoin, et heureusement, le président l'a aussi dit, il a parlé de ce qui était, lors de son dernier discours, des gens qui sortaient du pays. Ceux qui quittent le Cameroun, voilà, les jeunes qui partent au Canada, un peu partout. Donc, on a aujourd'hui, on peut dire qu'on a aujourd'hui plus d'ingénieurs camerounais hors du pays qu'au Cameroun. Même les médecins. Plus de médecins camerounais hors du pays. On a plus d'enseignants. Voilà. Vous voyez, cette saignée-là, c'est parce que les choses ne sont pas bien gérées dans notre pays. Donc, il ne suffit pas seulement de le décrier. Il faut organiser les choses de telle manière que les gens aient des conditions pour vivre. Parce que la nature humaine est comme ça. On va chercher le mieux-être. Le bonheur ailleurs. Voilà, donc c'est comme ça, donc il n'y a pas de souci. Donc, on espère que le président va revenir sur cette affaire de carburant et que, évidemment, par conséquent, toutes les augmentations de prix de transport et tout ça, là, ça va aussi tomber naturellement. C'est votre souhait? C'est notre souhait, oui. D'accord. Allez, merci infiniment d'être là ce matin, président Samuel Billon du mouvement réformateur. J'ai observé, je le disais à l'entame, mais vous n'étiez pas encore là, une hyperactivité de votre parti formation politique, le mouvement réformateur, très engagé sur les questions de politique nationale, comme vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Et il y a un débat, je ne sais pas s'il est houleux, vous allez peut-être approuver cela tout à l'heure, sur la candidature unique de l'opposition. J'ai lu la lettre ouverte que vous avez adressée au professeur Olivier Billet, qui vous a rencontré. Et voilà, c'est un débat qui est là, sur la table. On en parle depuis quelque temps, candidature unique de l'opposition. D'un autre côté, vous avez cette candidature, cette alliance qui est prônée par, je pense, le député Jean-Michel Nietzsche. Je ne sais pas si vous l'avez approché ou alors s'il vous a approché.
pour solliciter notamment la participation du mouvement réformateur. D'un autre côté, il y a donc le professeur Olivier Billiet qui mène aussi sa campagne. Alors, est-ce qu'on va véritablement vers une candidature unique de l'opposition, mais avec des divisions? C'est-à-dire qu'on a cette tendance qui veut cette forme de candidature unique et de l'autre côté, une autre forme. Où se situe le mouvement réformateur dans tout cela? Bon, d'accord, merci pour cette question. Ça me permet d'apporter des clarifications sur une ou deux choses. La première chose, c'est que, je le dis toujours, vous les journalistes, vous ne nous aidez pas beaucoup. Comment ça? Oui, vous ne nous aidez pas beaucoup parce que les Camerounais ont besoin du changement et vous nous enfermez dans une affaire d'élection présidentielle. Dans notre pays, le changement ne peut pas venir seulement de l'élection présidentielle. Dans notre pays, le changement, et c'est ce que le mouvement réformateur essaie de faire comprendre aux gens, aux uns aux autres, le changement dans notre pays peut et doit venir par le Parlement. Parce que le problème avec l'élection présidentielle, c'est que tout le monde veut être président. Tout le monde veut la place du président Biya. Tout le monde veut être champion. Et en dehors de l'expérience de 92, avec l'Union pour le changement qui avait porté John Frundi, et on remarquera que John Frundi n'était même pas le candidat unique de l'opposition, puisqu'il y avait d'autres candidats. OK? Bon, mais il y avait quand même un grand regroupement autour de sa candidature. Autour de sa candidature, qui a fait qu'il a eu le score qu'il a eu. Donc, en dehors de cette expérience, il n'y a plus eu quelque chose de semblable. Donc, à chaque élection présidentielle, les gens se battent pour dire qui va être candidat ou non. Donc, et nous, au mouvement réformateur, nous essayons de faire comprendre aux gens que le changement, c'est même un risque de penser que le changement ne peut venir que par la présidence de la République. Pourquoi? Parce que si vous avez la malchance de mettre quelqu'un d'autre à la tête de l'État, qui fait pire que le président Biya, ou bien que le président Ahidjo, vous allez faire comment? C'est une possibilité. Le vrai changement ne peut venir que par le Parlement. Et par un Parlement qui va naturellement, avec la majorité au Parlement, la majorité des forces alternatives au Parlement, le Parlement va élaborer les lois qui vont permettre à nos concitoyens de vivre décemment. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Parce qu'une majorité de parlementaires, je veux dire progressistes, ou bien réformateurs, ou bien, comme nous avons revenu sur ça, le mouvement réformateur a proposé l'Union pour une majorité parlementaire tout récemment. Donc, avec un Parlement majoritaire, l'opposition forme le gouvernement. Le président de la République ne peut pas prendre sur lui de nommer un Premier ministre qui n'est pas de la majorité parlementaire. Ça va créer un blocage institutionnel. Voilà. Donc, nous disons que ce débat-là, il n'est pas... Il n'est pas opportun. Il n'est pas... Oui, non, c'est pas qu'il n'est pas opportun, mais je trouve qu'il nous perd plutôt. La preuve, c'est que nous avons adressé au mouvement réformateur 2 lettres. Deux lettres ouvertes à ce sujet. La première lettre, vous avez parlé de la lettre du professeur Billet, mais c'était la deuxième lettre. La première lettre, c'était la lettre adressée au député Jean-Michel Nitieux. Oui. Nous lui avons adressé une lettre en disant que on ne peut pas dire sérieusement qu'on veut l'unité de l'opposition en affichant quelqu'un d'emblée comme parce que le député Jean-Michel Nitieux a été clair. Hein. Il dit que tout le monde doit tous les leaders de partis politiques d'opposition qui aspirent au changement, qui veulent le changement, doivent se mettre derrière une candidature, celle du professeur Maurice Kamto. Oui, nous lui avons dit qu'il était pour
pour reprendre l'expression que nous avons utilisée dans la lettre ouverte, nous lui avons dit que soit il utilisait le professeur Kamto pour préserver sa place de député, sachant que quand il va faire ça, il aura le soutien des gens du MRC à l'élection législative. Soit il fait ça pour cela, soit il fait ça parce qu'il ne veut pas que Kamto soit président de la République. C'est ça la réalité. Parce que dès que vous l'avez affiché comme ça, il va se retrouver seul. La preuve, depuis qu'il parle, quels sont les partis politiques... Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas une véritable... Voilà. Donc, quels sont les partis politiques qui se sont ralliés à cette... Mais en même temps, Président, il y en a qui y voient, je parle des observateurs de la scène politique, ce que vous décriez là, il y en a qui y voient véritablement... c'est-à-dire, il y a le mot que j'avais là dans la tête tout à l'heure, c'est-à-dire, vous abandonnez en réalité le professeur Maurice Kamto qui, selon certaines personnes, là, est à même de porter quand même les aspirations de l'opposition. Non, on ne peut pas dire que dans ce pays, et c'est ce qui se passe au RDPC. Vous voyez comment au RDPC, ils pensent qu'ils ont seulement un seul champion. Donc ça veut dire que au RDPC, si le président Biya n'est pas là, le Cameroun va s'arrêter. Hein? Il faut que les gens comprennent que on est d'abord là pour le bien-être de nos concitoyens. On n'est pas là pour que quelqu'un soit président de la République. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Donc vous préférez commencer un peu, parler trivialement comme... alors, Président Samuel Bion, pourquoi ça marche ailleurs? Les candidatures uniques, dans certains pays, on observe que ils s'organisent de cette façon-là et ça marche plutôt bien. Au Sénégal, on a des exemples, et même, je pense, à Côte d'Ivoire. Bref, on a certains pays en Afrique où ça marche plutôt bien. Mais au Cameroun, ça a du mal à marcher. Vous avez parlé des épisodes, l'épisode de 1992, avec le chairman Nidjan Fondi, aujourd'hui parti rejoindre le monde invisible de l'esprit. Vous avez, je me souviens également qu'à une année, je ne sais pas si c'était en 92 ou en 97, l'opposition avait quand même une bonne place au Parlement, à l'Assemblée nationale. Je peux me tromper sur les années. Mais là également aussi, le RDPC, le parti au pouvoir, a réussi quand même l'exploit à récupérer. À prendre par exemple l'UNDP comme allié et d'autres partis politiques, l'UPC de temps en temps. Alors, pourquoi ça marche ailleurs et pourquoi au Cameroun ça ne marche pas? Bon, écoutez, je crois il y a deux choses. Vous avez pris, pour rester sur vos deux exemples, en l'occurrence la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Pour ne citer que ces quelques pays. Oui, là-bas, vous savez que là-bas, on a un système à deux tours. Dans ces deux pays, on a des systèmes à deux tours. Donc, quand vous regardez, par exemple, le Sénégal, je crois qu'il y a environ 16 candidats à l'élection présidentielle qui a été repoussé par Macky Sall. Donc, là-bas, ce n'est pas une candidature unique. C'est pour dire qu'on a d'abord un problème de système. C'est que quand vous avez un système à deux tours, tout le monde part au premier tour et au deuxième tour, on fait le choix de rallier le second, surtout lorsqu'on veut battre le premier, voilà. Ou alors on rallie le premier, selon le cas, selon l'idéologie, et puis voilà, donc selon les accords qu'on peut. Donc, c'est la première difficulté, c'est que nous avons un système à un seul tour. Mais moi, je ne pense pas que ce soit, nous, au mouvement réformateur, nous ne considérons pas ça comme un handicap. Parce que aux États-Unis, c'est aussi un seul tour. En Angleterre, c'est aussi un seul tour. Donc, quand vous avez un système à un seul tour, vous devez former des blocs. Ce n'est pas pour rien qu'aux États-Unis, vous avez deux grands blocs. Les démocrates les républicains et les démocrates. Et les républicains. En Grande-Bretagne, vous avez deux grands blocs, les travaillistes et les conservateurs. Oui. Donc nous aussi, nous devons créer deux grands blocs dans notre pays. Et je pense que la proposition du mouvement réformateur a vocation à créer ce bloc. Parce que si on veut se réunir seulement sur la base du soutien à la présidentielle, ce n'est pas facile. Vous comprenez? Il faut savoir que dans ces deux exemples que je viens de prendre là, que ce soit les États-Unis ou la Grande-Bretagne,
le Congrès est très fort. Le Congrès met en difficulté le président de la République. Vous comprenez? Tout à fait. Donc ça veut dire que même là-bas, la Chambre, les parlementaires mettent en difficulté. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, c'est un système parlementaire. Ça veut dire que c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui gouvernent. C'est la majorité au Parlement qui gouverne. Donc je crois que c'est ça. Donc, la proposition que nous sommes en train de faire, c'est une proposition qui a vocation à créer un grand bloc en face du RDPC et de ses alliés. Bon, donc nous partons de l'Union pour une majorité parlementaire pour créer un bloc fort du point de vue idéologique aussi, qui va s'opposer au RDPC aussi. Donc c'est pour ça que si on veut rester dans les histoires individuelles, moi je peux vous dire que sans une coalition forte, ça sera difficile de battre le RDPC. Je n'hésite pas comme le prof Billet que quelle que soit la mutualisation, non. Non, je ne dis pas ça. Je dis que si on fait une bonne mutualisation, et c'est pour ça que dans notre projet, dans notre proposition Union pour une majorité parlementaire, on dit que ce n'est pas seulement les partis politiques, on dit que c'est les partis politiques, sur une base idéologique, c'est la société civile, on dit que c'est les entreprises, parce que nous pensons que on a besoin de financement de la campagne. Il faut que les Camerounais comprennent que on ne battra pas le RDPC, on ne changera pas notre pays avec de belles paroles. Donc il faut trouver... D'ailleurs, nous avons doté l'Union pour une majorité parlementaire d'un budget de 3 milliards. Il faut qu'on trouve les 3 milliards pour aller effectivement aux élections législatives, pour battre le RDPC et ses alliés. Moi, je crois que c'est ça. Donc, et nous avons dit qu'en plus de ces 3 entités, il y a aussi les individus. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans un parti politique, ou bien vous êtes dans un parti politique et vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce parti politique. Parce que moi, je connais beaucoup de gens au sein du RDPC qui ne sont pas d'accord de la manière dont les choses se passent aujourd'hui. Donc, vous êtes dans un parti politique, vous n'êtes pas d'accord de la manière dont les choses se passent. Vous venez vous joindre à l'Union pour une majorité parlementaire, pour être député ou pour être maire. C'est ce que nous proposons. Donc, voilà, vous n'avez même jamais fait la politique. Mais vous pensez que vraiment le moment est venu, parce que autre chose, ce que nous disons, c'est que peut-être c'est une des dernières chances pour notre pays d'avoir un changement pacifique, la victoire de l'Union pour une majorité parlementaire, et d'organiser les choses au pays de manière pacifique, sans chasse aux sorcières. Et voilà, donc je crois que c'est ça. Donc, non, ce n'est pas une fatalité. Il faut qu'on arrive à créer un grand bloc en face du RDPC, pour gagner. Si on ne fait pas ça, on ne va pas gagner. Et pour la petite histoire, je vous l'ai déjà dit, si nous, au mouvement réformateur, après presque 10 ans d'inaction politique, on sommes revenus aux affaires, c'est parce qu'on a constaté qu'en 2020, les gens n'avaient pas compris qu'avec les élections législatives, on pouvait avoir le changement dans ce pays. C'est tout. Mais il y a des leaders de partis politiques qui ne sont pas allés aux élections, qui ont choisi de boycotter simplement les élections législatives. Mais c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis que, MRC par exemple. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que ils n'ont pas compris qu'on pouvait faire le changement à partir du Parlement. Tout à fait. Ils n'ont pas compris. Ils ont visé plus haut. Parce qu'avec un système à un seul tour, comme le nôtre, normalement, les élections législatives devaient être le second tour de la présidentielle qui s'était passée un peu 2 ans avant, ou moins de 2 ans avant. Donc ça veut dire que Univers, dont le candidat était sorti 3e, Cabral Libi, le MRC, dont le candidat était sorti 2e, et peut-être le 4e, ils se mettaient ensemble pour aller aux législatives de 2020. Ils n'ont pas fait ça. Et c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Parce que si c'était mis ensemble pour aller aux législatives de 2020, nous aurions eu peut-être le changement. Parce que la vérité aussi, c'est qu'en 2018, les Camerounais se sont beaucoup mobilisés. Les Camerounais se sont bien mobilisés. Voilà, on a vu les meetings, les Camerounais se sont mobilisés. Et donc, normalement, ils devaient surfer sur cette mobilisation des Camerounais pour créer une sorte d'alliance pour aller aux législatives. Malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Vous voyez, par exemple, si on prend l'exemple de la France,
la gauche a perdu lamentablement parce qu'elle n'a même pas été au second tour de l'élection. Mais juste après, avec Jean-Luc Mélenchon, la gauche a créé la NUPES, qui a fait un bon score, qui a fait en sorte que Macron aujourd'hui soit minoritaire à l'Assemblée nationale française. Voilà. Donc normalement, c'est ça que les gens... Et c'est ça qui nous a embêtés et nous avons dit, ok, bon, comme les gens ne comprennent pas qu'on peut avoir le changement par le Parlement et que les gens pensent seulement que, bon, ce qui est intéressant, c'est la place du président Biya. Ok, bon, on va revenir sur le jeu pour faire comprendre aux gens que non, par le Parlement, on peut avoir les idées, on peut avoir le changement. On peut même avoir le changement, le président Biya est au pouvoir là, ça ne nous gêne pas. Parce que si nous avons un gouvernement et que nous travaillons pour l'intérêt des Camerounais, il peut être là, il peut être là au palais de Toulouse, ça ne nous gêne en rien. Ça ne nous gêne en rien. Parce que ce que nous essayons de faire comprendre aux gens, c'est que si vous avez un gouvernement qui est au service du peuple, pas un gouvernement où vous avez des ministres qui détournent de l'argent, comme j'ai pris l'exemple des péages, des péages automatiques. Où vous avez des ministres qui font des routes à plus de 1000 milliards. Comment on peut faire? On peut penser qu'on va faire l'autoroute Douala-Yaoundé à plus de 1000 milliards. Parce qu'on a déjà consommé pour le tiers là, on a déjà consommé plus de 400 milliards. Et on dit qu'on est en train de rechercher aujourd'hui près de 800 milliards. Donc l'autoroute Douala-Yaoundé, ça va nous coûter plus de 1000 milliards. Vous comprenez? Donc on n'a plus besoin dans notre pays de ce type de gouvernement. On a vraiment, c'est ça le problème en réalité. C'est pour ça que je dis que la priorité, c'est d'avoir un gouvernement au service de nos concitoyens. Et puis, bon, après, le président de la République, à la limite, il peut être au palais de Toudi. Sinon, on a un gouvernement qui travaille pour les Camerounais et qui fait en sorte que le pouvoir d'achat des Camerounais s'améliore, qui trouve du travail aux Camerounais. Et ben voilà, on est tranquille. On est tranquille. Et les Camerounais ne vont plus prendre la route tous les jours pour sortir du pays, s'ils peuvent trouver le bonheur sur place. D'accord. Si on revenait un tout petit peu sur le mouvement réformateur, votre formation politique, pour parler d'elle, c'est vrai, comme je l'ai dit, vous êtes très actif ces derniers temps, avec un certain nombre d'événements, de choses que vous organisez ici et là. Et il y a également aussi les échéances électorales. C'est déjà bien, vous fixez le cap avec cette union que vous lancez, l'union pour la majorité parlementaire. Je peux imaginer que d'ici quelques jours, on aura même comment on appelle ça, des tracts un peu partout qui seront distribués. Il y a donc les échéances électorales qui sont annoncées, la présidentielle 2025, évidemment aussi les élections législatives. Je ne sais pas si elles seront le mandat des députés sera prorogé ou alors celui des maires. Alors, le mouvement réformateur par rapport à tout cela et au travail, oui, comme je le dis. Oui, nous sommes au travail. Je crois que nous... pour informer le peuple camerounais sur ce qui se passe. Oui, vous faites bien de dire que dans quelques jours, on aura effectivement des tracts pour faire comprendre à nos concitoyens l'idée derrière l'Union pour la majorité parlementaire. Mais vous avez dit quelque chose là qui nous tient à cœur. Ça veut dire que le respect du calendrier électoral. Le calendrier électoral. Oui. Nous demandons au président Biya et au gouvernement de respecter le calendrier électoral. Le calendrier électoral qui est là, qui est en vigueur aujourd'hui, on a les législatives, on va dire entre février et mars, et on a la présidentielle en octobre. Il faut respecter le calendrier électoral. Je crois que l'inversion du calendrier électoral ne sera pas comprise par les Camerounais. Oui, parce que je pense que... Mais ça s'est souvent passé, non, Président? Oui, je pense que ça s'est souvent passé, mais nous sommes plus... Les conditions ne sont plus les mêmes. Vous comprenez? Les conditions ne sont plus les mêmes. Quand on regarde la manière dont le pouvoir est géré aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé au Parlement tout récemment, vous voyez que le Parlement est totalement caporalisé. Ça, vous avez vu comment, dans quelles conditions le secrétaire général du Parlement a été nommé.
Vous êtes au courant, c'est vous la presse que nous renseignez sur les scandales au Parlement, tout ça. Donc, on ne peut plus accepter qu'un tel Parlement soit prorogé. Non. Ça veut dire que le contexte n'est pas le même. Donc, nous appelons, d'ailleurs, je crois que c'est une exigence forte de l'Union pour une majorité parlementaire, le respect du calendrier électoral. Voilà, je crois que c'est ça, c'est très important. Donc, il faut qu'on respecte le calendrier électoral. On va aller aux élections législatives, en l'occurrence, et puis on va voir l'élection présidentielle qui vient après. Et par rapport à l'élection présidentielle, comment est-ce que vous voyez ça? Le mouvement réformateur va investir en candidat, ce sera comment? Bon, déjà, je pense que on aura déjà l'union pour la majorité parlementaire. Pour la majorité parlementaire, je pense qu'on aura la possibilité, parce qu'il y a quelque chose dans le code électoral qui est antidémocratique en réalité. Parce que en Côte d'Ivoire et même au Sénégal, les coalitions peuvent présenter un candidat. Dans notre pays, le code électoral interdit aux coalitions de présenter un candidat. Notre code électoral dit qu'il n'y a qu'un seul parti politique qui peut présenter un candidat. Donc ça veut dire que c'est un mauvais jeu. Vous voyez, non? Donc on a fait ça pour rendre difficile la coalition. Donc, l'union, voilà, quand je dis qu'on va changer le cadre électoral, voilà une des choses que nous allons changer. De telle manière qu'effectivement, l'union pour une majorité parlementaire puisse présenter un candidat. Et l'union pour une majorité parlementaire va présenter dans ce cas un candidat. Vous comprenez? Parce que si on réussit déjà à s'entendre sur une base idéologique, c'est facile de trouver quelqu'un qui va porter le parti, ou bien quelqu'un que le parti peut porter à la présidence de la République. Vous comprenez? Oui, donc nous allons, dans ce cadre-là, évidemment, présenter un candidat, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Ici, le mandat des députés et des maires, des magistrats municipaux était prorogé. Vous allez faire quoi? On avisera. Oui, on avisera. Je dis que c'est une exigence forte. Il ne faut pas que ces mandats soient prorogés. Nous ne l'accepterons. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Donc, il faut que les gens le comprennent très bien. Nous n'allons pas accepter une prorogation parce que ce serait... une provocation? Oui, ce serait une vraie provocation. Je crois que donc, nous n'allons pas l'accepter. D'accord. Parce qu'en face, je ne sais pas également s'ils se laisseront faire, hein. Je veux dire. Non, mais s'ils sont antidémocratiques, ils vont... Le peuple... Vous savez, on parle au nom du peuple camerounais. Donc, s'ils sont antidémocratiques, bon, le peuple voit, non? De la même manière, quand je vous dis que nous avons demandé au président de la République de revenir sur l'augmentation des prix de carburant qui a été faite sur une base mensongère, bon, s'il ne réagit pas, le peuple voit. Nous prenons les Camerounais à témoin. Mais ce que je dis, c'est que ce serait un mauvais coup que d'inverser, dans les conditions actuelles, le calendrier électoral. Ce serait un très mauvais coup. Voilà. Donc c'est ça. Et puis donc, je pense que les Camerounais vont prendre acte. Et puis de toutes les façons, ils vont réagir comme ils vont réagir par rapport à ça. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On ne va pas faire la politique fiction. Le moment venu, on va voir ce qui va se passer. D'accord. Et dans le mouvement réformateur, le travail continue. Vous êtes sur le terrain nuit et jour pour sensibiliser, pour amener vos collègues de partis politiques à comprendre la vision que vous avez, à changer les choses. Oui, moi je pense que c'est ça. Vous savez, je vous ai dit que nous avons eu un bureau politique dimanche, mais samedi, nous avions un gala de charité qui s'est passé ici à Yaoundé, à la salle de fête de la Chambre d'agriculture, et qui s'est très bien passé. Donc, disons que nous avons, au mouvement réformateur, nous travaillons sur 3 axes que les gens commencent à comprendre. Ça veut dire qu'il faut réformer nos institutions. Il faut que vraiment on puisse arriver à une situation où on a un premier ministre ou bien un gouvernement
qui a sa place. Parce qu'aujourd'hui, tel que les choses fonctionnent, vous savez, le gouvernement, il est transparent. On a encore vu tout récemment, même lors des obsèques de paix à son âme du regretté professeur, on a vu que le Premier ministre, sur le plan protocolaire, était derrière un ministre. Ça n'a pas de sens. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça qu'à l'occasion d'une cérémonie officielle comme celle-là, que le Premier ministre du Cameroun, chef du gouvernement, sur le rang protocolaire, soit derrière un ministre. Et peut-être que le ministre représentait personnellement le chef de l'État. Et vous croyez que le Premier ministre ne peut pas représenter le chef de l'État? Et peut-être que le Premier ministre est allé aux obsèques du professeur Joseph Ouna à titre personnel. Il n'est pas allé en tant que Premier ministre. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas justifier ça. Tout comme on ne peut pas justifier que le secrétaire général des services de la présidente de la République fasse une vidéoconférence avec les chefs d'État et de gouvernement, alors que le Premier ministre est là. On ne peut pas accepter ça. Mais ces chefs d'État, moi je vous comprends, hein, non, ces chefs d'État ne contestent pas ça. En réalité, ces chefs d'État devraient contester. Non, ils ne doivent pas parler à tout un secrétaire général, alors qu'il y a par exemple un Premier ministre, comme vous le dites bien. Oui. Mais il espère, carrément. Mais il ne conteste pas parce qu'il respecte beaucoup le président Biya. C'est pour ça qu'il ne conteste pas. Vous savez que le président Biya, il est le doyen à la sous-région. Voilà. Je crois qu'il est respecté. Je crois que c'est par respect pour le président Biya. Mais il ne faut pas que les gens abusent du respect que d'autres ont du président Biya pour faire n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, nous disons au mouvement réformateur qu'il faut changer, il faut réformer nos institutions de telle manière que ce type de choses n'arrive plus. Ça c'est le premier axe, réformer les institutions. Après, nous avons besoin, évidemment, d'avoir une reprise économique. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce n'était pas normal que le Cameroun soit à la traîne dans un domaine comme l'agriculture. C'est l'agriculture qui a développé le pays, ce Cameroun. Hein. Je dis pas, enfin, qui a mené ce pays jusqu'à être au rang des pays intermédiaires. Vous comprenez? L'autosuffisance oui, c'est l'agriculture. Tout ce qu'on a fait avant la fin des années 80, c'est l'agriculture. Et on a abandonné l'agriculture. On a tué toutes les structures d'encadrement des producteurs, l'ONCPB, tout ça. On a tout tué à cause des rapports qu'on a avec le FMI et tout ça. On a tout tué. Aujourd'hui, comme je vous dis, est-ce que vous pensez que c'est normal? Dans les années 60, on avait à peu près la même production cacaoyère que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit 10 fois plus que le Cameroun. Vous croyez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et vous croyez que c'est quoi? Qu'est-ce qui va développer le Cameroun? C'est l'augmentation des prix de carburant qui va finir par développer le Cameroun? C'est pas vrai. On parle de temps en temps, enfin le gouvernement parle très souvent de l'industrialisation, même le président de la République en parle. On parle, mais ça ne vient pas. On parle, ça ne vient pas. Même pour faire un projet de route, on met combien de temps? On met 10 ans pour faire une route. Aider à Kribi, ça a commencé quand? D'après toutes les projections, là, aider à Kribi, l'autoroute aider à Kribi, ça va faire peut-être 16 ans. Ce n'est pas normal. Douala, Yaoundé également. Tout ça n'est pas normal. Kribi et Bolova. Le gouvernement a annoncé 10 000 logements. C'était en début 2010, là. Ça fait quoi? Ça fait, on va dire, près de 15 ans aujourd'hui. Ils ont construit combien? 10 000 logements sociaux. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Alors, c'est un gouvernement moribond, ou alors, selon vous, c'est un gouvernement qui est dépassé par les événements, incapable de trouver des solutions? Nous n'avons pas besoin de qualifier le gouvernement. Nous parlons des faits. Et les Camerounais apprécient et ils jugent. Voilà, donc il y a ça. Et puis il y a aussi, on doit, comme je disais, après la réforme institutionnelle que nous souhaitons, après la relance de l'économie, à travers la reprise en main de la production agricole, mais aussi le lancement des grands travaux,
nous allons évidemment avoir un volet social. Ce n'est pas normal que dans notre pays, les Camerounais ne puissent pas se soigner. On dit assurance maladie, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, les Camerounais ne sont pas pris en charge aujourd'hui. Si vous avez le palu aujourd'hui, vous serez pris en charge. Vous ne serez pas pris en charge. Et rien ne tue plus que le palu dans notre pays. Rien ne tue plus que le palu dans notre pays. Donc, vous ne serez pas pris en charge. C'est un grand mensonge, ministre de la Santé publique. Oui, mais on est toujours en train de faire dans le folklore, on parle, mais on ne fait rien dans la réalité. On fait rien dans la réalité, voilà, c'est ça. Donc, on a les problèmes des loyers aujourd'hui. Le gouvernement est totalement impuissant sur le problème des loyers. Parce que si vous voulez améliorer le pouvoir d'achat, ou bien protéger le pouvoir d'achat des Camerounais, vous ne pouvez pas être aussi impuissant que le gouvernement laisse sur les loyers. Le gouvernement ne contrôle rien. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un ait un peu d'argent. Parfois, on imagine un peu comment ils font pour avoir cet argent. Tu construis ton immeuble, tu fixes le prix du loyer comme tu veux. Et le pauvre Camerounais qui veut venir prendre un appartement, tu lui dis donne-moi 24 mois d'avance. Ou bien 12 mois d'avance. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà un domaine qui est totalement abandonné. Alors, nous avons par exemple proposé, lorsque nous avons fait notre campagne de lutte contre la vie chère, nous avons par exemple proposé qu'on devait effectivement faire l'effort de baisser le loyer. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes à Yaoundé, pour trouver un appartement de 50 000 francs, c'est pas facile, hein? Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Ça veut dire que c'est même un studio moderne, hein? À peine. Oui, à 50 000 francs, c'est à peine un studio moderne que vous allez trouver. OK? Voilà. Vous mettez le transport pour vous, vos enfants. Vous êtes déjà à plus de 100 000 francs. Et on va bien vous dire que le SMIC, c'est 43 000, quelque chose comme ça. Mais ça n'a pas de sens. Alors que dans certains pays comme le Gabon, d'à côté, voilà, on est à une centaine de mille. Je crois que c'est 150 000. Au Gabon. Oui, je crois que c'est 150 000. Côte d'Ivoire, voilà, Sénégal. Voilà. Donc, non, je pense on doit s'occuper effectivement des Camerounais, en particulier du volet social, parce qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne peuvent rien faire sans le soutien de l'État. Bon, c'est aussi pour ça que nous avons, au mouvement réformateur, lancé notre centre des œuvres sociales et caritatives pour essayer d'accompagner les Camerounais qui sont dans la difficulté. Et c'est à l'occasion de ce lancement que nous avons eu le gala de charité de samedi dernier. Voilà. Donc je pense que c'est sur ces aspects-là, donc relance, réforme institutionnelle, relance de l'économie, et puis soutien social à nos concitoyens sur l'école, sur le logement, sur l'accès aux soins de santé. Je pense que ce sont des axes forts sur lesquels nous voulons que l'Union pour une majorité parlementaire travaille, pour effectivement que le Camerounais cesse d'être la risée du continent, du vrai continent, pas du Cameroun. Pas du continent fictif. Pas du continent fictif. D'accord. Allez, merci infiniment. On a terminé. Hein. Peut-être un dernier mot en sortant. Moi, je vous le souhaite vivement, c'est-à-dire ce projet que vous portez aujourd'hui. J'aime à le dire et à le répéter. Vous avez la particularité, vous et vos collaborateurs du mouvement réformateur, de bien poser les mots de telle manière que ceux qui les écoutent comprennent que ceux-là ne parlent pas comme les autres. Vous ne faites pas beaucoup dans l'agitation en passant. Donc, merci infiniment d'être passé ce matin. Peut-être un dernier mot en sortant. Non, c'est moi qui vous remercie une fois de plus de me recevoir, de me donner la parole. Mais le dernier mot, c'est seulement de dire à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent là, que l'Union pour une majorité parlementaire, c'est peut-être une dernière chance dans notre pays pour la paix, pour la cohésion sociale et pour le retour au plein emploi dans notre pays. Et que l'Union pour une majorité parlementaire, ce n'est pas seulement un regroupement des forces politiques. Nous appelons les Camerounais, les responsables d'entreprise, à adhérer à l'Union pour une majorité parlementaire. Il faut qu'on trouve les 3 milliards qu'on veut pour être sûr qu'on va battre effectivement le RDPC lors des prochaines élections législatives. Voilà. Donc
c'est avec beaucoup d'espoir que nous avons lancé ce mouvement. Et nous pensons que c'est vraiment la solution au problème, d'abord des Camerounais de façon générale, mais maintenant sur la scène politique, c'est la solution pour qu'on cesse de se battre pour savoir qui va être président, qui ne va pas être président. Donc, quand l'Union pour une majorité parlementaire va effectivement gagner au Parlement, nous allons élaborer des lois qui vont permettre une saine élection présidentielle, et puis le meilleur va gagner. D'accord. Merci infiniment, Président, d'être passé ce matin, d'avoir accepté mon invitation. Comme je le disais, c'est pas évident, hein. L'hyperactivité de votre parti et de vous-même ne permet pas qu'on puisse vous avoir tout le temps. Donc, merci infiniment d'avoir dégagé un peu de temps pour Mo Radio ce matin. Ok, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Au revoir à vos auditeurs. Et bonne chance, hein, pour le mouvement réformateur qui a beaucoup d'idées à partager avec les Camerounais. Et vivement que les Camerounais s'intéressent véritablement à la chose politique, étant donné que c'est elle qui permet, notamment, c'est elle qui impulse le développement. C'est très important. Au lieu de rester, même si à côté, vous avez parfaitement raison, il y en a qui font en sorte que les Camerounais ne s'intéressent même plus à ces choses-là. Ils se disent que ça, c'est pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc voilà, merci infiniment. Alors, on va sortir avec ce petit mot sur ce mouvement d'humeur annoncé par les syndicats du secteur de transport, hein, les organisations syndicales patronales qui annoncent donc un mouvement d'humeur dans les tout prochains jours. Ils contestent contre ce qu'ils considèrent comme étant une imposture, hein, notamment des membres du gouvernement qui soutiennent d'autres syndicats qui ont décidé de flouer le tarif voyageur, qui ont décidé donc de flouer le tarif voyageur. Donc ils ont annoncé un mouvement d'humeur dans les tout prochains jours si rien n'est fait, s'ils ne sont pas appelés à la table des discussions. C'est l'ensemble des organisations syndicales patronales du secteur des transports. Ça, c'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. Et peut-être aussi pour sortir, rappeler à l'endroit du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, je parle de son Excellence Grégoire Auna, ça, c'est un... comment j'ai envie de dire ça, c'est... Je le dis ce matin parce que j'ai plus du temps pour en parler hier, pour lui dire que il y a des syndicalistes de mauvaise aloi qui ont décidé d'organiser une espèce d'immigration clandestine. C'est une dénonciation.